David, depuis quelques jours, n'a pas arrêté de faire un lapsus. Il n'a pas arrêté d'appeler ton enterrement ton mariage. Voilà, parce que c'était tellement de choses précises à organiser que j'avoue que je n'étais pas trop en ce mode-là, donc ce discours va être un discours plutôt de mariage. Ce qui est assez stylé, puisque tu aurais voulu venir presse, et c'est pas tombé amoureux notamment aussitôt. Du coup, c'est un peu classe de marier avec Jésus ce soir. Pour toutes les occasions, que ce soit mariage, enterrement ou proclamation, tu sortais ton plus beau costume de ta garde-robe, rempli de costumes achetés en seconde main ces 40 dernières années, et ta cravate péruvienne. Donc, pour te rendre hommage, je me suis habillé avec un tout de toi, même les sous-vêtements. J'ai même mis ton eau de Cologne d'adolescent. Tout est à toi sur moi, les chaussures sont un peu limites, mais ça va le faire. On remercie tous nos amis qui sont un peu prêtés au jeu, parce qu'il y a des amis ici, Gabriel et tous les autres, qui sont habillés avec les habits de mon papa. Je crois que ça leur fait plaisir qu'ils servent encore une fois. désolé papa, mais nous non plus on ne change pas. Tu désespérais, mais David est toujours décoiffé. Et Maricel ne met toujours pas de maquillage. Pas un petit pot. C'est ça. Alors, moi, c'est grave. Comme l'a titré le journal, tu étais une personnalité. Mais une personnalité avec beaucoup de facettes que parfois c'était difficile d'appréhender et de comprendre. Tout d'abord, depuis que tu es né, je crois, tu étais le premier de classe. Le prix d'excellence de ton école secondaire. Et maintenant, professeur à plein temps et étudiant en master en théologie à plein temps aussi, alors que tu avais 60. À chaque fois, après la session d'examen, tu nous montrais tes points. La dernière fois, nous avions comparé et on avait tous les trois une grande distinction. Mais toi avais tout pour le somme de plus. Alors, j'étais tellement content quand les étudiants et qui pouvaient voter pour nous quand on était un mouvement étudiant, tu disais, il y a une revendication pour vous. Et votez pour vous, vous devez m'écouter. On t'écoutait attentivement et tu disais, David, c'est une grande injustice que je n'ai pas compris pourquoi vous ne revendiquez pas, c'est de coder jusque 20. Parce que moi, je fais mes examens, mes profs me disent que c'est parfait, tout le monde est content, et puis ils me mettent 17. Je m'envoie un mail en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit qu'il était parfait. Et le prof répond, c'était la note maximum, c'était 17, je peux pas vous donner plus. Mais quelle injustice. Il a dit, c'est une grande revendication. Tu devrais le faire dans ton discours de rentrée, ça va être super bien, tout le monde va te suivre. Je dis, papa, mais je ne serai pas super mobilisateur. Encore une fois, il était désespéré que je ne cache pas cette priorité étudiante. Alors, bon élève, oui, mais certainement pas membre du tricot. Ah là là, quand tu nous regardais, tes pauvres professeurs, toi, tu pensais que le savoir se construit, qu'on ne pouvait pas répéter ce qu'on fait. D'ailleurs, le dernier travail que tu m'as montré de théologie s'intitulait Est-ce que le féminisme a besoin de la théologie? Non. Est-ce que la théologie a besoin du féminisme? Oui, et de manière urgente. Alors nous sommes sûrs que tu feras tout de là-haut pour rendre l'Église plus progressiste, pour que les femmes puissent être prêtres aussi, pour que certains arrêtent de dire ce que l'Évangile n'a jamais précisé, notamment vis-à-vis des personnes homosexuelles. Tu avais lu avec attention les noces de Cana. Et tu nous disais, c'est sûr, j'ai tout vérifié, rien ne dit que c'était des noces entre un homme et une femme. Je rappelle que c'était l'amour, ça suffisait et qu'il ne fallait pas porter de jugement, que d'ailleurs l'Église n'était pas habilitée à construire. D'ailleurs, un aspect important, c'est les fausses autorités que tu as malmenées ces dernières années et toute ta vie. Car pour toi, manquer de courage alors qu'on a du pouvoir, c'était parmi les pires crimes. Tu étais parfois un peu trop exigeant avec elles, je pense. Dans tous les cas, tu leur rappelais et elles savaient que c'était avec bienveillance, en tout cas pour celles qui avaient un peu de sens de l'humour, que tu les interpellais. Tu n'hésitais pas toi-même à prendre des responsabilités. Président de l'Union nationale des étudiants catholiques du Pérou, il y a 40 ans, et un organe
très engagé, très militant, et je pense qu'il existe encore, représentant syndical à l'UCL, et même plus récemment représentant étudiant à la fac de théologie. Et oui, tu étais étudiant et tu étais même notre ami d'auditoire. Dans le cadre de notre certificat en éthique, nous avons tous les trois suivi un cours ensemble, le Walterlech, et tu aimais nous appeler tes condisciples. Oui, alors, comme du doute, on a couru partout et donc on n'a pas su répéter beaucoup avant. Notre meilleur ami, confident, conseiller, beaucoup de secrets sans moi avec toi. Tu as participé à chaque grande décision que nous avons prise. Quand on disait qu'on n'était pas sûr d'être capable de faire quelque chose, tu nous demandais. Tu es malade? Tu as des problèmes d'argent? Non. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je sais pas. Et donc du coup, à chaque fois, c'était avec beaucoup de courage et beaucoup d'entrain que tu nous disais de foncer. Tu serais toujours là pour nous soutenir et c'est ce que tu faisais. Comme papa, une facette importante pour nous, c'était celle-là. Évidemment, on a pris le vitrail de Thésée que tu aimais beaucoup. On aimait beaucoup qu'on est ensemble et chaque fois tu nous emmenais dans cette petite chapelle où il y a le vitrail de Thésée que j'ai un peu maladroitement disposé devant l'autel. Nos premiers souvenirs avec toi, c'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne parce que au quotidien, tu faisais comme sur le vitrail, une main posée sur nous pour dire je te soutiens, je suis avec toi à tout moment, et à la fois une main dans le dos, une main légère pour te pousser en avant. Toujours essayer de se dépasser. La vie quotidienne, c'était aussi la soupe au poulet, le tour de magie. D'ailleurs, je pensais jusqu'à un certain âge, jusqu'aux 8 ans, je pense, que ta profession était magicien. Toute l'école des prêts s'en rappelle, le grand magicien, celui qui faisait apparaître Napoléon partout. Mais aussi, papa, on se rappelle de toi en Marseille et Caleçon, qui trie le linge, qui fait à manger ou la vaisselle. Le papa latino du XXIe siècle, qui faisait les tâches ménagères qu'on attribue malheureusement encore trop souvent uniquement aux femmes. Toujours à notre chevet, quand on était malade, présent à toutes les réunions de parents, à Leuven, dans notre école secondaire, alors même que tu ne comprenais pas grand-chose au néerlandais. J'espérais qu'en mélangeant tes bases en allemand, en anglais, tu arriverais. Tu te surprenais que les gens te répondent en français quand tu leur parlais en allemand. Tu disais « organisémonos », la pire expression de notre enfance. Elle annonçait une longue liste de tâches ménagères à réaliser. Et pourtant, finalement, ce sont ces moments simples en famille qui nous ont permis d'avoir confiance en nous et de nous construire. À ton plus grand désespoir. Nous, on se souvenait de la vie quotidienne, et toi, tu aurais voulu qu'on se rappelle des musées qu'on a visités, des livres que tu nous as donnés, de la culture que tu nous as transmise. Tu nous disais, tu te souviens pas, on était à Pise? Je dis, non. J'avais quel âge? 3 ou 4 ans? Tu étais excessif dans tout, papa. Besoin de 25 € pour aller chez le médecin? Je t'en donne 100, on sait jamais. 20 à table à la réception, surtout si c'est gratuit. Pourquoi se priver? Toujours là, dispo. Arrêter tout ce que tu faisais si on avait besoin de toi. Une nuit qu'on a passée à étudier, préparer les discours. Il a même accompagné David, que c'est moi en fait. Et une nuit blanche pour lire le décret Marco parce qu'il voulait comprendre toutes les subtilités de la loi. Malgré que le français n'était pas ta langue maternelle, je trouvais aussi que le décret n'était pas super bien. Tu nous donnais des cadeaux. Mais alors là, dès que tu avais vu ou entendu qu'on aimait quelque chose, ou que tu estimais qu'on avait besoin de quelque chose, tu en achetais plein. Donc, si on venait manger chez toi, tu achetais 12 bouteilles d'eau pétillante, alors qu'on serait 3. Tous les 2 janvier, ou plutôt en décembre, tu achetais 15 agendas de la vie, parce que tu trouvais qu'on ne savait pas s'organiser. Ça peut toujours servir. À chaque Saint-Nicolas, tu achetais une montagne de chocolat pour qu'on puisse les déposer sur la porte de tous nos colocataires. Fier de nous, tu nous présentais à tout le monde, tout le temps. Impossible de traverser le Rhin rapidement. Tu nous présentais toujours comme sa sœur, voici ma sœur, voici mon petit frère. Et quand on lui disait ta fille ne te ressemble pas beaucoup, je lui répondais elle est smart.
pas un papa exigeant avec lui. Tu disais toujours, l'amour est gratuit. Et quand on te demandait, papa, on te demandait, papa, quand est-ce qu'on se voit? Tu nous répondais, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Mais si t'as d'autres choses à faire, pas de problème. C'est ce qu'il voulait dire pour les non-hispanophones, le temps qui te reste de libre, si c'était possible, dédique-le à moi, passe-le avec moi. Aussi, quand tu nous appelais pour nous demander quelque chose et qu'on ne répondait pas, que tu laissais un message vocal, on ne savait jamais pourquoi tu nous avais appelés, parce que tu allais toujours à l'essentiel. Tu disais « Hola pueblo » « Ya t'aime beaucoup ». C'est toi qui nous as transmis ta sensibilité aux injustices de ce monde. Toi qui étais ému devant l'incompréhensible, devant les mauvaises nouvelles du JT. Tu transformais ton indignation en force pour s'engager. Même quand la cause était totalement perdue, de ton côté Don Quichotte, tu continuais. Maricel va prendre un petit exemple des milliers de voyages qu'on a fait ensemble et des péripéties organisées. Quand David était à Clemson, on est parti le voir avec papa et on est passé par New York. Papa avait tout préparé. Il voulait reconquérir New York. Il avait pris un t-shirt avec un grand symbole pour lui indien, un drapeau belge, parce que le premier qui découvert New York était belge, et un drapeau européen, je pense, parce qu'il en avait un. Et il se baladait dans la rue. Il avait pris aussi dans l'avion la petite couverture qu'on nous donne. Il la mettait comme cap, et il se baladait toute la nuit dans Times Square. En brandissant ce drapeau et disant « À la Reconquista !» La vie avec ton papa, c'est un grand film. J'ai une histoire à te raconter. Ah, génial. Quelle version tu veux? La version film ou la version courte? On n'avait pas vraiment le choix, c'était toujours la version film. La fête, danser surtout. Et ta stratégie, c'était comment avoir l'air de vraiment bouger beaucoup son corps sans trop le bouger. J'avais toujours l'air heureux, quoi qu'on fasse. Tu étais paternel avec nous, mais aussi avec d'autres. On savait que tu avais adopté quelqu'un quand tu lui donnais un surnom. Elle a la main. Le général. Non, elle général. La marquise, l'impératrice, la comtesse, Luthor, la poussine et la cathédrale pour désigner une jolie femme. Le nombre d'étudiants venus de loin que tu as aidé à écrire un mémoire ou un doctorat, guidés pour trouver une bourse ou un logement, que tu n'as jamais arrêté, que tu as arrêté d'aider seulement le jour où ils décrochaient leur premier contrat, sont innombrables. Ils viennent du Maroc, ils viennent de partout, d'Afrique, d'Amérique latine. Ils sont beaucoup avec qui tu avais une attitude aussi bienveillante qu'avec nous. Tu étais un père exceptionnel, mais tu voulais toujours être un enfant. Tu demandais aux gens, aux personnes qui s'occupaient de notre grand-mère quand elle était malade, de l'appeler Niño Mochito. Enfant Mochito, c'était son surnom quand elle était petite. Au réveillon de Noël, à la maison médicale où je travaille, tu es venu, tu voulais être à la table des enfants. Et surtout, tu disais à chacun de nous, dès que je ne devrais plus être leur père, je voudrais être leur fils. Homme de combat, homme de foi, tu réussis à jamais porter un jugement. Parfois, ton humour un peu piquant n'était pas compris de tous, mais aucun moment tu méprisais ni te moquais de quelconque condition. Pas de jugement, beaucoup de pardon, et aussi ton amour des progressistes catholiques, souvent un peu âgés, chrétiens, de gauche. Et tu disais souvent que tous mes amis disparaissent un après un, je ne sais pas pourquoi ils ont tous 40 ans de plus que moi. Soit Jean Ladrière, monsieur et madame Mauvraine et tant d'autres, tu les portais dans ton cœur comme si c'était tes meilleurs amis depuis toujours. Tu voulais être près depuis petit. Tu es tombé amoureux de maman très jeune, vous êtes marié à 22 ans, donc tu as décidé de ne pas le faire. Avec les aventures de la vie, etc., tu aurais pu réaliser presque ton rêve en te rapprochant beaucoup de la communauté de Finlande, qui t'aimait beaucoup et que tu aimais. Cette communauté que tu espérais rejoindre après, lors de ta retraite.
Tu avais aussi un sens de l'humour particulier, papa, très piquant et très tendre à la fois. Dragueur fou, issu des films les plus ringards, mais en fait un grand timide. Je me rappellerai toujours cette fois où tu m'as appelé. Tu m'avais dit oui, David, bon j'ai fait comme d'habitude, j'ai rencontré une dame que je connaissais, une jeune dame. Je lui ai dit, tu veux boire un café ou un verre avec moi? Et là, je suis déconcerté, David, elle m'a dit oui. Moi, je n'avais pas l'intention d'y aller avec elle. Qu'est-ce que je fais maintenant? Papa comme prof. Alors, on a reçu beaucoup de témoignages d'étudiants, pas mal sont dans la place. Formation militante ici. Beaucoup de mails de gens qui ont connu papa, de gens qui ne connaissaient pas, des étudiants à lui. Je ferai une mini-synthèse ici. Un qui nous a touché, c'est un étudiant, je crois turc, qui disait votre papa c'était Don Quijote de la pédagogie. Je considérais qu'enseigner une langue, c'était pour lui enseigner la culture, l'histoire, la poésie, les rites des peuples qui parlent cette langue. Certains disaient qu'il y avait un agenda caché. Je voulais faire prendre conscience aux étudiants des difficultés de ce monde, faire avoir un recul critique sur leur discipline et la société, les faire réfléchir, parler d'eux-mêmes, les faire sentir uniques. D'arranger pour avoir une classe composée de moitié par des ingénieurs de gestion et l'autre moitié par des sociologues, pour générer des débats passionnels, enflammés. Beaucoup disaient que tu étais le meilleur prof de leur cursus, celui qui leur avait le plus touché. Papa, tu adorais le bon amour. Ça te rappelait ton village, Calas. Tu aimais le fait que tu connaissais les personnes à qui tu allais acheter ton journal ou à qui tu allais acheter ton paquet de cigarettes, que tu aimais rencontrer tout le monde dans la rue. Tu accordais de l'importance et tu appréciais beaucoup les personnes que tu voyais au quotidien, les personnes qui nettoyaient l'ILV, les personnes du gardiennage, les personnes que tu croisais sans cesse. Pour toi c'était vraiment chez toi le Grand-Laneux. Quand tu t'es fait agresser dans le centre, parce que tu sortais de l'ILV à 3h du matin, il y a un groupe de jeunes qui sont venus te demander des cigarettes, donc tu leur as donné. Et puis, oui, sans doute, puis tu es monté la rue des Wallons, un peu plus loin, les mêmes jeunes t'ont agressé, t'ont poussé et frappé. Indigné, tu t'es relevé et t'as dit je vais les retrouver pour leur dire qu'ils peuvent me voler, mais vraiment me frapper, ça c'est exagéré. S'ils m'avaient demandé poliment, je leur aurais tout dit. C'est heureusement le gardiennage qui t'a trouvé, qui t'a empêché de continuer à les chercher, qui t'a envoyé à l'hôpital. Merci à vous. Papa, on sait que tu es très attaché à tout ce qui est des services publics et à aider aux personnes qui souffrent ou aux victimes. Malgré ce qui s'est passé et tous les inconnus qu'on a autour de ton décès, tu n'aurais jamais voulu d'un état sécuritaire avec des caméras partout. Tu aurais été si heureux de voir la police comme nous l'avons vu, tout mettre en place, nous faire confiance alors que ça ne faisait que quelques heures que tu ne répondais pas au téléphone. Ils m'ont cru, dès que je leur ai dit que quand tu ne répondais pas après 2 heures, c'est qu'il y avait un problème. Tu étais ravi de vivre dans un état de droit où tous ont accès à ce service. Et tu avais très peur de l'austérité avançante et de ses conséquences fratricides. En plus de la police, papa, désolé, on n'a pas écrit, on n'a que des points. Papa, tu es parti de manière un peu grandiose et brutale, mais tu ne les as pas laissés seuls. Alors, on voudrait profiter de ce moment-ci pour remercier toutes les personnes qui ont fait que maintenant, pendant toutes ces journées, depuis plus d'une semaine que tu es décédé, eh ben ça va. On supporte la douleur, on se sent emporté par tous les gens qui sont ici avec nous, qui nous ont aidés à organiser cette fête, les gens de la chorale, les gens qui ont fait les faire-part, le carnet de messe, enfin tout. Et surtout, qui nous soutiennent, qui sont là avec nous dans l'action, comme tu l'étais, et qui font qu'on se sent pas seul. Même si toi, tu es encore avec nous, mais pas de la même façon, aujourd'hui, on sait qu'on est entouré, qu'il y avait beaucoup de gens qui t'aimaient, et puis aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment. Et ça nous fait énormément de bien.
soit triste aujourd'hui, on va faire quelque chose de symbolique, comme tu vois, la grande fête qu'on prépare. On voulait dire à tous ceux qui n'ont pas su être là ou ceux qui voudraient exprimer une petite anecdote ou un petit souvenir avec papa, on a créé une adresse mail, elle est sur le petit fait que vous avez reçu. On aimerait bien faire une petite compilation d'ici quelques semaines, on verra bien avec rien de presse, pour la partager avec les amis du Pérou et tous ceux qui n'ont pas su être là aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissaient pas la vie incroyable que mon père a réussi à faire après le départ du Pérou. On voulait aussi dire que c'est en cours de négociation, mais en tout cas, je promets c'est un petit accord et j'arrive dans le directeur à quand même su être là. Ça me touche beaucoup et j'en prie pour faire directement une demande. On aurait voulu avoir un arbre autour du lac, pour avoir l'endroit pas trop loin de mon arbre papa, un endroit où on puisse venir se recueillir, parce qu'on est sûr que notre père n'a pas voulu que ce lac, cette ville, soit un endroit où on se sent triste. On a tellement été joué sur ce lac quand il était gelé, on a tellement un symbole de notre famille que je pense qu'il aurait été heureux que ce soit resté un endroit de paix et de plaisir et de joie. Et donc on va faire un petit arbre, on aimerait apporter un petit arbre, on va voir si c'est jouable. En tout cas, merci beaucoup, M. le Bourgmestre et M. le Recteur. Pour terminer, je vais vous lire la seule partie écrite de notre discours. Papa, ça fait quelques jours que tu es parti maintenant. Quelques jours après l'événement qui va changer nos vies et nous-mêmes. Tu étais notre meilleur ami, notre soutien, notre mémoire, notre agenda, notre conseiller, celui qui trouvait une solution au moindre de nos petits soucis, celui qu'on pouvait appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, celui qui nous a appris à être indignés par l'injustice et à nous battre pour un monde plus solidaire. Nous allons devoir grandir. Nous allons devoir devenir meilleurs. Grâce à toi, nous en sentons la force. Papa, comme tu aimais nous rappeler tous les jours, nous voulons dire à chacun, c'est Félix, sois heureux.